Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Merci à tous pour l'avoir fait connaître et pour votre fidélité. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre site, vous pouvez y retrouver de nombreux articles d'actualité, de stratégie, des conseils, mais également pour ceux qui s'inscrivent avec le lien d'affiliation, un call de bienvenue pour bien démarrer dans le jeu et également du coaching sur mesure. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Damien, alias Déglingo MPG, youtubeur Sorare qui est venu nous expliquer sa grande passion pour le jeu et l'Asie. Un épisode passionnant que je vous conseille particulièrement. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour la première fois quelqu'un de l'équipe Sorare qui viendra nous expliquer brièvement son aventure en tant que manager avant qu'il ne rejoigne la team à Paris et les coulisses de l'entreprise, sa fonction en tant que player experience et bien d'autres choses. Salut Paul. Salut Mehdi. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Alors, moi je suis en Belgique. Toi par contre, tu es dans les locaux de Sorare à Paris, dans une salle de réunion, c'est bien ça ? Exactement. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis hyper heureux d'être là. Je suis un fidèle supporter de ce podcast et de tout ce que vous faites avec Média Sorare. Et effectivement, je suis dans les locaux de Sorare, dans une salle de réunion. Et voilà. Tu te rends compte que le podcast est vraiment très très attendu là, depuis que nos pression. Auditeurs savent que ça sera toi le prochain invité. Normalement, on devait l'enregistrer la semaine passée, mais bon, apparemment chez Sorare ça bosse beaucoup et donc on a postposé d'une semaine. Mais disons que cette émission est très attendue. Je l'attendais aussi et la semaine dernière, comme tu le sais, on a dû décaler parce qu'on a annoncé le lancement du baseball et plus précisément du partenariat avec la MLB. Donc ça nous a demandé beaucoup de travail à toutes les équipes au sein de Sorare et on espère que ça vous plaira. J'espère aussi. Je me suis inscrit justement pour la MLB. On verra. Après, il faudra prendre pas mal d'informations. Écoute Paul, avant d'aborder ton rôle, ce que tu fais au sein de Sorare, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos éditeurs, en savoir un peu plus sur Paul, mieux connu avec le pseudo En Pole Position sur Twitter, c'est bien ça ? Exactement. Alors, j'ai 26 ans. Je suis arrivé il y a quasiment 6 mois chez Sorare en tant que Player Experience Specialist. Donc c'est un rôle qui consiste en des missions de support, en des missions de communauté, mais également à aider certaines équipes, mais j'en parlerai plus en détail par la suite. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Puis je me suis exilé après le bac à l'étranger, tout d'abord en Italie, puis en Espagne, pour faire un master en management. Et par la suite, je suis rentré à Paris. Ça fait combien de temps que tu es revenu à Paris ? Ça fait maintenant plus de 2 ans, mais au total, j'ai passé 5 ans à l'étranger. Donc tu parles très bien italien et espagnol. Mes copains de Milan diront que non, mais disons que je comprends quasi parfaitement l'italien. J'ai pas beaucoup travaillé ma conjugaison, mais sinon je parle un anglais très correct, l'italien je me débrouille, l'espagnol je me débrouille aussi. Donc c'est très pratique, surtout dans un univers international comme Sorare. Et ton parcours, donc tu avais dit master management, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a fait passer de master management ensuite vers Sorare ? Alors l'objectif en partant faire une école de commerce et un master en management, c'était d'avoir disons une vision plus ouverte sur le monde, rencontrer des gens, sortir de Paris, aller étudier dans des super écoles et pouvoir s'ouvrir un maximum de portes pour une carrière professionnelle. J'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire, donc par exemple, certains amis peuvent être intéressés par la finance et ils savent qu'ils voulaient faire un master en finance, ou certains ont fait des études de médecine pour devenir médecin. Mais les études de management, ça permettait vraiment de laisser un maximum de portes ouvertes avant de se décider. On reviendra justement par rapport à ton parcours et ton trajet qui t'a amené jusqu'à Sorare. Tes passions dans la vie ? Ma première passion, c'est le sport. J'en ai toujours fait énormément, notamment du rugby, du handball, du tennis, du foot. Le sport que j'ai le plus pratiqué, c'est le rugby, notamment au Racing 92, quand j'étais un peu plus jeune. Puis ensuite, j'ai poussé jusqu'à assez récemment
à l'université. Et sinon, mes passions, donc c'est regarder du sport, suivre le sport, la Formule 1, le foot, le ski notamment, le biathlon même. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui m'anime dans la vie, c'est le sport entre amis, le sport professionnel. Récemment, j'ai découvert d'autres passions, notamment la musique. Je me suis amusé à apprendre à mixer avec des amis, mais tout tourne beaucoup. Le sport au sens vraiment très très large, quoi. Très très large, oui. Aussi bien comme pratiquant, pas seulement sur ton fauteuil, quoi, dans ton sofa. Tu as joué à Sorare, je pense. Exactement. Donc avant d'intégrer la team, comment est-ce que tu as connu Sorare, vraiment le jeu? Donc comment est-ce que tu as débarqué en tant que manager? Bon, je veux m'inscrire sur cette plateforme et commencer à jouer comme manager. Alors la première fois que j'ai connu Sorare, c'est aussi la première fois que je dirais mon parcours professionnel et mon parcours personnel se sont croisés. Donc d'un point de vue personnel, c'est le sport, et d'un point de vue professionnel, j'étais à la recherche d'une nouvelle aventure après avoir cofondé une start-up. Et donc j'ai postulé chez Sorare vers la fin de l'année 2020. À l'époque, on devait être moins de 10 personnes dans l'entreprise. Ça l'a pas fait à ce moment-là pour des raisons assez évidentes qui étaient sûrement mon manque d'expérience, aussi des besoins qui étaient peut-être pas précisément définis dans l'entreprise. Et donc j'avais postulé en 2020 en cherchant sur les sites pour trouver un job dans un secteur qui me plaisait. Je me suis intéressé au jeu, mais je ne me suis pas inscrit. Alors qu'en décembre 2020... Ah, tu t'es pas inscrit. Et non, on le sait tous, en 2020... ça aurait été une très belle affaire. Mais quelques mois plus tard, j'ai décidé à m'inscrire, notamment parce que j'étais prêt à repostuler. Et pour repostuler, la meilleure façon, c'était de connaître le produit un maximum. Donc je me suis vraiment impliqué à fond dans le jeu pendant quelques mois. Donc au courant de l'année 2021, à peu près au moment de la sortie des Limited. Et c'est là que mon expérience de manager chez Sorare a débuté. C'est vraiment ça qui t'a drivé à t'inscrire sur le jeu, c'est parce que tu avais vraiment comme objectif de postuler et d'être recruté par Sorare. Oui, pour être honnête, c'était totalement l'objectif, c'était de connaître le produit un maximum pour ne pas être piégé en entretien, pour montrer aussi ma motivation. Et je pense que ça a été un atout et quelque chose d'assez intelligent avant d'arriver en entretien. Ok, bon, on va pas trop passer de temps sur ton passé de manager, mais quand même, comment as-tu abordé le jeu donc au début et la stratégie que tu avais mis en place en tant qu'ex-manager? Alors je me suis fixé un capital de départ que j'ai assez rapidement dépassé parce que j'étais pris dans le jeu, que j'aimais beaucoup, je trouvais ça intéressant. Aussi, il y avait un joueur auquel je m'attachais, puis je voulais m'attacher à un autre joueur, mais j'avais pas envie de me séparer de la première carte. Donc j'ai privilégié un peu la quantité plus que la qualité. Et aussi, j'ai été assez impatient, disons. J'ai pas pris le temps de faire mes recherches avec notamment des outils comme Sorare Data ou par exemple Media Sorare. Et ça m'aurait beaucoup aidé de le faire à l'époque. Je me suis dit qu'un très bon joueur dans le jeu, un joueur connu dans la vraie vie, était un très bon joueur dans le jeu, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure. Disons que je dirais pas que je me suis précipité, mais en tout cas, j'ai sauté les deux pieds dedans. C'était principalement limited ou bien tu étais aussi sur les rares? Non, pour des raisons d'accessibilité, je suis resté sur les limited, c'est ce qui me convenait le mieux et j'ai pas cherché à aller sur les rares à ce moment-là. Quelle expérience en tires-tu t'as fait ça pendant combien de mois? Donc t'as commencé au mois d'août? Non, j'ai dit au moment où les Limited étaient lancés, et puis t'as été recruté, je pense, au mois de janvier. Donc quoi, t'as fait 4-5 mois comme manager Sorare? J'ai fait 5 mois entre août ou fin août et le mois de décembre où j'ai commencé chez Sorare. Et à ce moment-là, j'ai gagné mes premiers rewards au bout de quelques semaines. Et je me suis assez rapidement rendu compte que il fallait plutôt privilégier la qualité plus que la quantité pour être compétitif et s'amuser un maximum dans le jeu. C'était quoi, en champion, en challenger? Alors, au mois d'août, t'avais tous les championnats qui jouaient, non? Totalement. Enfin, quasiment tous. Totalement. Et alors, je me suis pas du tout intéressé aux championnats type Asia ou America. Je suis allé directement en Champion Europe et assez vite aussi en Challenger, parce que c'était des clubs dont je me sentais plus ou moins proche, que je connaissais plus ou moins bien. Mais dès le début, je me suis dit, la America et la Asia, ça va pas du tout m'intéresser. Je connais aucun joueur là-bas, je regarde pas les matchs, les horaires sont en décalé. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur la Champion, la U23, la Challenger, la All-Star, ça dépendait. Parfois, j'alignais mes équipes dans une division, et pour certaines raisons, de temps en temps, j'allais sur une autre division, si mes cartes me le permettaient. Et en fait, je me suis
rendu compte que la America et la Asia, c'était super passionnant. Je me suis mis à découvrir pas mal de nouveaux joueurs et j'ai acheté mes premières cartes, notamment en America. La Asia, j'ai toujours eu un peu de mal, mais la America, j'étais attiré par les grands clubs qu'on connaît grâce à Beckham, grâce à Ibrahimovic, genre Los Angeles Galaxy, New York City, New York Red Bull, etc. Donc je me sentais plus proche de ce championnat et je l'ai découvert énormément grâce à Sorare et je me suis mis à regarder des matchs grâce à Sorare. Et c'est là qu'on se rend compte que le jeu est absolument passionnant. Principalement MLS alors, t'as pas été au Brésil ou en Argentine? Principalement MLS, mais j'adore les équipes comme River Plate, Corinthians, Boca. Alors certains vont me taper dessus en disant comment tu peux aimer à la fois River et Boca, mais c'est uniquement ça, c'est des clubs dont je me sens pas très proche, mais qui sont tellement mythiques, leurs maillots sont magnifiques, leurs stades sont magnifiques, la passion dans le stade est folle, et c'est ça qu'on aime dans le foot aussi, c'est les rivalités, et c'est aussi juste le plaisir de jouer au foot, de voir des ambiances de folie dans les stades, et peu importe que les deux équipes soient rivales ou pas. Ouais, surtout quand on est manager Sorare, hein. On peut aimer et l'OM et le PSG, si je me faire incendier, ou ça, et Lyon et Saint-Etienne, parce que finalement on supporte ces joueurs qu'on a, et on veut qu'ils performent le plus possible, donc pour ça Sorare a quand même changé pas mal de choses, hein, au niveau de l'engagement de fans, enfin on est toujours fan je pense de ces équipes, mais en tout cas moi je le remarque pour moi-même et pour pas mal de managers que je côtoie, cette passion, cette ferveur pour un seul club ou un club par pays a quand même vachement diminué. On est devenu beaucoup plus ouvert et finalement beaucoup plus fans et supporters de ces joueurs qu'on possède. C'est l'un des premiers côtés très beaux du jeu. Ouais. Effectivement, c'est le partage, c'est l'ouverture, la recherche de nouveaux joueurs, de nouveaux clubs. Et puis ça crée des passions. Et effectivement, c'est pas rare parfois de voir en Champion Europe que le gagnant de la Ligue du week-end, il a aligné 3 joueurs du PSG, un de Marseille et un du Real. Et en fait, le joueur de Marseille, il aurait refusé de jouer avec sa manette de PlayStation avec le joueur de l'OM. Mais alors dans ce soir, ça le dérange pas du tout du moment que le joueur de l'OM performe. Ouais, je me rappelle d'un tweet, j'avais fait ça il y a quelques mois quand... Je me rappelle plus dans quel stade, parce que je crois que ça arrive à 2 reprises où Dimitri Payet avait reçu une bouteille dans la figure. Il me dit si ces fous furieux dans les stades connaissaient et jouaient à Sorare, il ferait attention, je crois qu'ils auraient rien balancé du tout, parce que voilà, il est dans ma team, attends, il faut le laisser tranquille. Exactement. Et ça me permet, cet exemple sur Payet qui avait reçu des bouteilles, ça me permet de parler d'une anecdote. Lors de mon 2e jour chez Sorare, on avait eu un cas, je crois que c'était pas Payet qui était peut-être arrivé plus tard, mais un match qui avait été interrompu à cause des supporters, etc. Et les règles étaient peut-être pas encore très claires sur comment score-t-on un match qui n'est pas terminé, qui s'arrête à la 20e ou à la 80e minute. Et donc c'est la première fois que j'ai participé à la prise de décision dans l'entreprise, et on a tous proposé plusieurs solutions avec la team qui s'appelle Game Week Operations. Donc on est désormais 6 ou 7 dans cette équipe-là, et j'avais proposé cette solution de dire si le match est arrêté, le score s'arrête en fonction du nombre de minutes qu'il a joué, des actions, etc. Mais on va pas scorer pendant cette game week puis rescorer le match dans une autre game week, ça a vraiment de sens. Ça nous a aussi simplifié la vie au niveau des process, et je pense que cette règle au début, les gens, enfin la communauté en était pas spécialement fan, et puis ils se sont fait à cette idée, et la règle fonctionne très bien, donc j'en suis très heureux. Faut juste espérer que si un match s'arrête, qu'il s'arrête le plus près possible de la fin du match que le début du match. C'est sûr. Mais ouais, je me rappelle de ce moment-là où ça avait un peu cogité, puis finalement vous avez sorti cette solution-là. Moi j'étais satisfait aussi, parce que sinon ça n'aurait pas été juste non plus de pas le scorer, et si jamais le match reprenait, je sais pas, à la 87e minute, 80e minute pour jouer 3-4 minutes supplémentaires, ça aurait faussé pas mal de choses. Pour terminer ta présentation, Paul, en dehors de Sorare, est-ce que tu étais déjà familier au monde des NFT? Est-ce que c'est un écosystème que tu connais bien, qui est important pour toi? Important, je ne sais pas, mais c'est quelque chose dont je suis très curieux. Avant même les NFT, je me suis intéressé aux crypto-monnaies vers l'âge de 22 ans. Ouais, je dirais il y a à peu près 4 ans, j'ai commencé à acheter mes premières crypto-monnaies de façon peut-être un peu rapide, un peu comme mon lancement sur Sorare.
Et puis finalement, en faisant ses erreurs, on apprend. Et puis j'ai investi dans plusieurs projets, notamment d'abord crypto, et ensuite avec la démocratisation des NFT, je me suis mis à suivre de plus en plus de projets. Tout d'abord Sorare, mais également Dogami, qui est le nouveau Nintendogs, je dirais, version NFT et Metaverse, ou des entreprises un peu dans la musique comme Bolero. Donc oui, je suis hyper curieux de tout cet univers, et c'est quelque chose que je suis, dans lequel j'investis, sur lequel je passe du temps, et ça me plaît énormément parce que c'est des nouvelles technologies. Certaines disparaîtront sûrement, mais je suis assez confiant dans le fait que les technologies qu'on utilise, la blockchain, seront des choses qui vont de plus en plus s'utiliser et qui vont être, une fois que le grand public sera totalement éduqué sur le sujet, la révélation sera totale. C'est un peu comme mes parents qui sûrement, quand on leur a parlé, ou mes grands-parents, quand on leur a parlé d'Internet dans les années 90, ils devaient se dire « mais c'est quoi ce grand changement ? Ça va servir à quoi ? On comprend pas trop. Ah, ça va faciliter les communications ?» Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Et finalement, 20 ans plus tard, Internet a mis tout le monde d'accord. Et c'est possible que ce soit pareil pour les NFT ou surtout la technologie de la blockchain. Tout à fait, je te suis aussi. Et il y avait aussi des chefs d'entreprise aussi qui étaient très dubitatifs sur le succès d'Internet. Et puis finalement, voilà le résultat aujourd'hui. Et j'ai une petite question. Tu es parisien, ton club préféré c'est le PSG certainement ? Très certainement, oui. C'est très difficile, mais ça l'est. Donc quand tu as construit ta galerie, tu t'es jeté sur Mbappé et tout, t'avais quoi comme valorisation de galerie au plus haut, et quels étaient tes joueurs, tes blue chips dans ta galerie ? Je dirais que j'avais une galerie, alors j'ai pas de souvenirs très précis, et ce qui est vrai c'est que contrairement à ce que j'aurais dû faire, peut-être plus tenir les comptes en fonction des variations des prix, faire des fichiers Excel, ce que font la plupart des managers maintenant, et ce que je trouve génial. Une approximation, ce serait peut-être 3 Ethers au moment de décembre, ouais, un peu moins de 3 Ethers. J'avais quelques joueurs du PSG, oui, alors sûrement des joueurs comme Kipembe. Bon, Mbappé, j'ai pas pu, j'avais acheté beaucoup d'autres cartes avant, et donc j'avais plus le budget pour acheter Mbappé, mais si j'avais su lire dans le futur, j'aurais acheté Mbappé plus tôt, effectivement. Et t'as tout revendu là maintenant ? Ou bien alors, tu les gardes on va revenir tout à l'heure sur ce que ne peuvent pas faire les employés de Sorare, mais t'as tout revendu ou pas ? Alors j'ai revendu une partie, et j'ai gardé une autre partie dont je ne peux pas me servir. Actuellement, on peut jouer à la version gratuite du jeu, mais on peut pas participer à la version payante pour des raisons qui semblent assez logiques. D'un point de vue player experience, ça serait hyper utile, et notamment des équipes comme le produit ou les techs, peut-être que ce serait très utile aussi, mais la décision a été prise que l'on ne puisse pas jouer, et elle est totalement compréhensible. Aussi bien en SO5 que dans l'achat-revente, quel que soit le mode de jeu utilisé. Oui. Okay. Par contre, tu peux buy and hold. Alors là, actuellement, je peux pas acheter des cartes et les hold. Ah ok, donc j'ai plus accès avant, et quand t'as et tu les gardes, quoi. Alors certains ont choisi de garder leurs cartes, d'autres les ont revendues avec des directives très précises, et voilà, et c'est mieux pour tout le monde, et ça apporte plus de transparence et d'équité. Maintenant que tu me dis ça, je devrais contacter Justin Tecoma qui a rejoint Sorare aussi, pour voir quel est l'état de sa galerie. Je sais pas parce qu'il lui restait encore beaucoup de cartes quand il a recommencé, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Paul, on va attaquer ton aventure justement en Sorare. Qu'est-ce qui d'abord t'a motivé à rejoindre Sorare ? Parce que pour s'inscrire, pour essayer d'avoir un maximum d'éléments et de connaissances pour pouvoir postuler, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Mais c'est quoi ta motivation à rejoindre Sorare ? Alors je sortais de 2 expériences intéressantes et très enrichissantes, mais pas forcément totalement épanouissantes personnellement. Donc j'ai cherché à lier ma carrière professionnelle avec ma passion du sport. Et c'est là que je me suis rendu compte que Sorare était parfaitement à l'intersection de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire les sports, le Web3, les nouvelles technologies, les crypto-monnaies, les NFT, tout cet univers-là. Et la perspective de pouvoir évoluer dans une entreprise internationale avec une petite équipe, mais qui était vouée à se développer très rapidement, ça m'a totalement séduit, totalement motivé à postuler et à tout donner pour être recruté. Ouais, parce que tu m'avais dit que tu avais
Donc tu as pris connaissance de l'existence de Sorare fin 2020. Oui. Donc tu as vu la première levée de fonds au mois de mars, au fin février, mars 2021. Puis il y a eu différentes annonces et toi tu t'es inscrit donc au mois d'août. C'est quoi, au moment où ils avaient lancé les Limited ou ils avaient déjà annoncé la deuxième levée de fonds? Alors ils n'avaient pas encore annoncé la deuxième levée et en fait c'est pour être honnête, c'est un ami qui m'a reparlé de Sorare et qui m'a dit donc on était en soirée et il me dit mais tu devrais repostuler chez Sorare, je crois qu'ils se développent, qu'ils vont réannoncer une super levée et tout. Et là je me suis dit ah ouais mais faut que je me dépêche, sinon ils vont être sous l'eau une fois que la levée sera annoncée. Sauf que ce que j'ai appris c'est que les levées en fait elles sont travaillées des mois avant d'être annoncées, donc ça changeait rien, mais peut-être que ça m'a mis un coup de pression pour que je me dépêche de postuler de la meilleure des façons. Raconte-nous un peu comment s'est déroulé ce recrutement, les différentes étapes. Je suis curieux. Alors tout d'abord, l'anecdote amusante, c'est que j'ai postulé à travers du site, jusque-là tout est classique, mais parallèlement, donc j'avais ma communauté Formule 1 avec en pole position, et même si mes compétences en design ou en création sont très 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 limitées, j'ai choisi de faire des fausses cartes de Max Verstappen, donc des cartes Sorare. J'en ai fait également pour Wout van Aert, le cycliste, pour Vakatawa, le rugbyman, et j'ai posté ça sur Twitter. Ça a été pas mal liké par ma communauté, pas mal retweeté. J'avais évidemment tagué Nicolas, Brian, le compte Sorare, etc. Et je pense que ça les a fait marrer. J'ai été contacté par Brian en message privé. Peut-être qu'il m'a aidé, peut-être pas. J'en ai jamais parlé précisément d'ailleurs. Donc j'ai été contacté par mail. Je pense surtout suite à mon application sur le site, à ma candidature, pardon. Et donc j'ai eu un recrutement classique, d'abord en distanciel, puis une étude de cas, et enfin des entretiens en présentiel, donc pour rencontrer l'équipe, aussi présenter mon étude de cas sur laquelle j'avais énormément travaillé, j'avais passé beaucoup de temps, mais en fait au moment même où j'avais fait l'étude de cas, je pense que j'avais à l'université ou même sur mes premiers projets professionnels, j'avais jamais mis autant d'implication, autant de pression, autant de stress dans un document à rendre. Et je pense que si j'avais rendu ce genre de projet à l'université, j'aurais pas été loin de la vérité pour avoir des super notes. Mais voilà, j'ai tellement poussé, j'étais tellement motivé. La motivation fait tout. Hein. Exactement. Et en fait, quand on aime ce qu'on fait, généralement, on le fait bien. Ouais, donc c'était une véritable mise en situation. C'est comme si tu devais remettre un mémoire, quoi. Alors c'était beaucoup plus court qu'un mémoire, mais oui, c'était disons, ça aurait pu être un travail de groupe à l'université sur des challenges et des problématiques qu'on a régulièrement dans l'équipe Voice of Customer, dont je fais partie. Et donc j'ai essayé d'y répondre, d'apporter des solutions, faire avec ce que j'avais comme connaissance. Et là où ça a été juste avant de rejoindre Sorare, j'étais chez Gorgias, un logiciel, un SaaS de support pour les entreprises Shopify, donc plutôt dans le e-commerce. Et mon manager de l'époque m'a beaucoup aidé sur ma présentation, sur mon étude de cas pour Sorare. Et donc je le remercie, j'ai pu avoir tous les conseils d'un expert et de quelqu'un qui avait fait passer des dizaines d'entretiens, donc ça m'a vraiment permis de réussir le mien chez Sorare. Te rappelles-tu combien d'entretiens tu as eu pendant tout le process? Alors j'ai peut-être eu 2 entretiens téléphoniques, puis l'étude de cas à faire pendant quelques jours chez moi, et ensuite j'ai passé une demi-journée dans les bureaux, et le premier truc que j'ai vu en arrivant c'était le terrain de foot. Donc et donc j'ai vu le terrain de foot, c'est Thibaut Prodhomme, le chief of staff de Nicolas, qui m'a accueilli, et il m'a mis sur le terrain avant même que notre entretien débute. Et il m'a dit si tu touches la barre, on t'embauche. Il m'a dit quelque chose comme si tu touches la barre transversale du premier coup, on t'embauche. Et en revanche, si tu la touches pas, tu rentres chez toi. Il me l'a dit en rigolant, mais j'étais tellement stressé que j'ai un peu hésité. Et miracle, j'ai touché la barre du premier coup. Et je lui ai dit donc c'est bon, je suis embauché. Il m'a dit oh là, va pas si vite, on va quand même aller faire l'entretien. Voilà. Ah, attends, moi j'ai tenu parole. Hein. Ouais, mais il est un peu comme ça. Bah c'est bien, c'est cool, c'est détente quoi. C'est pas, t'avais pas trop la pression. Enfin si, t'avais la pression, mais ils essayaient quand même de te mettre à l'aise pour les entretiens. J'avais la pression, hein. Pour moi c'était un peu comme être à la mi-temps au Parc des Princes et avoir le challenge de la barre transversale. Hein.
il y avait quelque chose à gagner au bout, quoi. Malheureusement, il t'a dit bon, non, quand même, on va quand même faire l'entretien, quoi. Mais ça s'est bien passé, tout se termine bien. Et combien de temps après t'as été véritablement engagé, que t'as travaillé dans les bureaux? Ça s'est passé assez vite entre leur oui et le moment où t'as commencé? Alors oui, ce que les RH essaient de faire, c'est donc on a des nouveaux arrivants, disons toutes les semaines, ou en tout cas des gens qui acceptent l'offre que leur fait Sorare un peu toutes les semaines. Mais les RH essaient de les regrouper sur des semaines pour pas qu'il y ait 3 nouveaux ou 2 nouveaux toutes les semaines. Histoire qu'il y en ait peut-être 5 ou 6 pour des raisons logistiques, c'est plus facile, ça permet de présenter l'entreprise à 6 personnes d'un coup plutôt que de le faire 2 fois pour 3 personnes. Donc il y a eu quelques semaines de latence, mais globalement je suis arrivé assez rapidement dans les bureaux. Le process était un peu long, mais là désormais je suis impliqué dans les process de recrutement pour notre équipe. Et c'est beaucoup plus rapide et c'est ce qui est possible grâce au recrutement qu'on a fait et au travail des RH. En fait, plus la boîte se structure, mieux on fait les choses et plus on va vite. Et donc, ta fonction, c'est la dénomination exacte, je t'avoue que j'ai oublié, c'est Player Experience et... Player Experience, et à la fin, il y a spécialiste qui se balade. Donc en fait, on est un peu avec Benjamin et Romain qui sont mes 2 collègues et qui ont le même rôle. Le même titre, je dirais. On est un peu les spécialistes de l'expérience joueur chez Sorare, c'est-à-dire qu'on est en permanence en contact avec la communauté, que ce soit via Twitter, via Discord, via le support, via les community meetups, mais également les rencontres qu'on peut faire. J'ai pas mal d'amis qui jouent au jeu, donc en fait je suis proche des joueurs comme si j'en étais un quasiment. Et donc c'est ça qui a de la valeur pour l'entreprise, c'est qu'on va transmettre de la meilleure des façons le feedback aux équipes techniques et aux équipes produits. Donc grosso modo c'est expérience joueur. Et donc pour comprendre l'organigramme, les équipes produits c'est ceux qui travaillent quoi sur les gameplays. Exactement. Alors les rewards aussi, c'est dans la même team ou bien tout ça c'est séparé? Alors il y a plusieurs pôles, je vais pouvoir les décrire un peu précisément. Donc pour commencer par l'équipe produit, donc on a certains disons équipiers, certains collègues qui vont travailler sur la MLB désormais, d'autres qui vont travailler uniquement sur le foot. Aussi le produit, ça implique par exemple la nouvelle application, ça implique le nouveau lobby. En fait, le produit, c'est tout ce que va toucher le joueur quand il arrive sur le jeu. Et donc ça peut aussi bien être une application sur son téléphone que la division et le gameplay. Et pour le gameplay, on a une équipe donc Game Week Opération qui va s'occuper d'inventer de nouvelles ligues, de les organiser, de gérer la supply de cartes, les rewards, etc., etc. Et là, le responsable, c'est qui de ces 2 sections-là? Alors, je sais pas si on a vraiment un responsable. Et MLB, c'est à New York ou c'est en France aussi? Alors, il y a certains qui sont à Paris, travaillent sur la MLB, mais l'ouverture d'un nouveau bureau à New York, ça a vraiment permis d'augmenter le champ des possibilités, de donner une exposition encore plus internationale à Sorare, de se rapprocher des partenaires hyper importants comme la MLB ou la MLS, avec lesquels on a signé des contrats sur lesquels on va retrouver tous les clubs et tous les joueurs. Et donc pour la MLB, ceux qui gèrent le produit de ce côté-là sont plutôt basés à New York, mais je les ai vus plusieurs fois ces derniers mois à Paris. Et toi, donc Player Experience, avec tes 2 collègues, tu travailles avec qui ou sous la direction de qui? Alors on travaille sous la direction d'un nouveau manager qui s'appelle Dewey. Et donc Dewey, c'est le Head of Voice of Customer. Donc il va manager 3 équipes qui sont l'équipe support, l'équipe community, dans laquelle on va retrouver Dan. Dans l'équipe support, Player Experience, on va retrouver Benjamin, qui est un peu notre collègue crypto. Dès qu'on a un petit problème avec les wallets, les transactions, c'est à Ben qu'on demande. On a Romain qui, lui, était là 3 ou 4 mois avant moi et qui a vraiment monté l'équipe, le Help Center, les process, Zendesk, et qui connaît tout sur le bout des doigts. Et donc, on est une équipe hyper complémentaire. Et enfin, la 3e partie, c'est l'équipe Customer Insight qu'on est en train de construire actuellement. Et son rôle, ça sera? Et donc Customer Insight, ça sera un peu de ce que Dan fait actuellement, de ce que Dewey et de ce que je fais, c'est-à-dire analyser les feedbacks d'un point de vue qualitatif, donc ça peut être sur Discord, sur Twitter, sur tous les moyens de communication, et également d'un point de vue data. Donc en fait, par des sondages, par les interactions, par des outils technologiques, permettre à... disons, utiliser la donnée pour avoir les meilleurs retours, avoir la meilleure façon d'analyser en fait le comportement des joueurs. Peut-être que
Si on se rend compte que la majorité des joueurs a ce comportement-là, à cet endroit-là du site, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on recherche actuellement et c'est ce qu'on est en train de construire avec l'équipe. Je présume qu'il n'y a pas vraiment de journée type pour toi, mais si tu devais décrire dans les grandes lignes une journée à toi, je ne parle pas de l'ensemble de la vie à l'intérieur de Sorare, mais vraiment toi, t'arrives et puis quelles sont les premières choses que tu fais quand tu débarques au bureau? La première chose, c'est que j'ouvre Twitter assez rapidement. Donc sur Twitter, je vais retrouver une partie de la communauté, je vais avoir des messages. Certains vont m'identifier sur des problèmes ou sur des retours même positifs. Et donc j'ouvre Twitter puis Zendesk afin de voir si tout allait bien dans les dernières heures. Zendesk, c'est ce qui va nous permettre de traiter toutes les demandes par email des managers. Et ensuite, je vais un peu plus tard dans la matinée, je vais passer sur Discord et tous les outils qui m'aident au quotidien dans l'exécution de mes missions. Donc tu parles de Discord, oui. C'est le Discord évidemment officiel de Sorare, ou bien tu es aussi sur d'autres Discord? Alors je ne suis pas sur d'autres Discord de l'écosystème Sorare, mais par exemple Discord, on a des discussions avec certains managers qui nous aident, notamment dans la modération du Discord. J'ai d'autres canaux, par exemple pour améliorer la façon dont on gère notre propre Discord. Je vais aller rechercher dans d'autres Discord, d'autres entreprises ou d'autres acteurs de l'industrie du gaming, ce qu'ils font sur leur Discord, comment il est géré, quel est le sentiment à l'heure actuelle et à quoi c'est dû, pour ensuite essayer d'améliorer la façon dont on gère notre propre Discord. Et tu vas dans quelle zone? Parce qu'il y a tellement d'onglets différents, tu te focalises sur certains ou tu regardes là où tu as été tagué? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu fonctionnes plutôt? Quand j'ouvre Discord, la première chose que je vois, c'est là où j'ai été tagué. Donc je regarde les réponses auxquelles je peux répondre immédiatement. Certaines vont me demander peut-être un peu plus de temps ou un peu plus de réflexion. Je vais aussi devoir être en communication avec, par exemple, quelqu'un dans l'équipe tech ou dans l'équipe produit pour lui demander à quoi est dû ce bug. J'ai un exemple concret hier. Donc on a Gernot Trauner du Feyenoord qui n'est pas mis aux enchères depuis quelques mois sur Sorare. Et en fait, ça résulte d'une erreur technique et ça m'a permis donc de voir ça, d'aller en parler avec l'équipe tech et de résoudre le problème. Donc j'ai regardé où est-ce que je suis tagué et ensuite je vais rentrer un peu plus dans le détail des discussions, notamment du serveur général et des serveurs feedback IDs et feedback discussion qui, comme tu le sais, sont hyper importants. C'est l'endroit où vraiment les managers nous font des retours constructifs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je vais vraiment puiser un maximum d'idées dans ces canaux-là pour ensuite les partager avec le reste de l'équipe. Donc je t'avais coupé sur Discord, donc tu disais quand tu arrives tu regardes Twitter, Discord, quoi d'autre encore? Alors ensuite j'ai des outils alors on a des outils comme Notion pour faire notre knowledge base, ça peut être aussi retravailler des articles dans le Help Center. Après donc souvent dans l'après-midi je vais commencer à avoir des meetings avec notamment des partenaires extérieurs parce que j'ai pas uniquement des missions dans l'équipe Voice of Customer, mais j'aide de temps en temps Brian, qui est le Head of Growth, à faire grandir la notoriété de l'entreprise. Donc ça peut être par exemple comme aujourd'hui avec le podcast, ça peut être aussi en nouant des relations ou des contrats avec, disons des partenariats avec d'autres médias. Donc là, on est en train d'avancer sur un média phare de l'écosystème du PSG, afin qu'ils puissent faire des émissions sur Twitch pour parler de Sorare, pour partager leur expertise sur le PSG. Et en fait, c'est tout simplement faire grandir l'écosystème de Sorare. Et donc là, sur ce genre de projet, Brian me fait confiance et c'est ça ce qui me rend heureux chez Sorare, c'est donc d'aller de la prise de contact avec un média jusqu'aux discussions, donc via plusieurs meetings, à la négociation et même à la rédaction du contrat. Et ensuite, le contrat, je le fais passer par l'équipe légale qui va vérifier que tout est en ordre. Et j'ai l'impression, mais en fait c'est le cas, d'avoir travaillé de A à Z sur un nouveau partenariat pour l'entreprise. Et c'est hyper challengeant, hyper responsabilisant et hyper épanouissant et c'est ce qui me rend heureux. Donc j'ai des rendez-vous avec des partenaires extérieurs mais également des meetings avec les équipes tech, produits. On a également des meetings qui sont internes donc où on va se réunir avec Romain et Benjamin. Romain et Benjamin, on parle
24 heures sur 24 ensemble, mais de temps en temps on va formaliser un peu les choses, se mettre sur un projet qu'on a dans l'équipe, se réunir et travailler. Et sinon pour la journée type, de plus fun, il y a aussi l'heure du déjeuner. Donc là, juste avant de commencer le podcast, ils étaient en train de jouer au mini-tennis parce qu'on est en train de déménager le terrain de foot. Mais l'habitude, c'était de faire un tennis-ballon à l'heure du déjeuner, histoire de battre Thibaut, le chief of staff, parce qu'il croit qu'il a un Mbappé dans chaque jambe, alors que pas du tout. Et voilà. Non, mais donc on n'oublie pas de s'amuser aussi de temps en temps. Il y a des douches au moins. Et il y a des douches chez Solar. Parce que je présume. On a un petit vestiaire. Pendant l'heure du midi. Ouais. Bon, Thibaut prend les choses très sérieusement. Il oublie jamais son short, ses chaussures de foot. J'ai pas fait attention, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques crampons stabilisés sous ses chaussures. Et quand on parle de journée type chez Sora, vous commencez tous à la même heure ou pas vraiment? C'est libre. Ça va dépendre des habitudes de chacun. Parfois, je vais arriver à 8h45, parfois, je vais arriver à 9h45. Ça peut dépendre de plein de choses. Pour l'heure à laquelle on termine, ça va dépendre aussi de chacun, des impératifs. Certains ont des familles, des enfants, d'autres ont une compétition sportive, etc. Mais dans la grande généralité, on fonctionne absolument comme une entreprise classique, c'est-à-dire que on travaille entre 9h et 19h30, 20h. Certains poussent plus loin parce que c'est la vie et qu'ils ont beaucoup de travail. Ça m'arrive de terminer tard parfois aussi, notamment pour préparer le podcast avec Brian hier. Mais voilà. Non, on fonctionne comme une entreprise classique. On a une équipe. Il y a entreprise classique moderne et entreprise classique. Alors, disons qu'on fonctionne avec une pointeuse, avec des horaires vraiment stricts. T'as totalement raison. Non, on est très start-up. Alors, on était 30 quand je suis arrivé, finalement, et maintenant on est 80. On sera 200 à la fin de l'année. À Paris seulement. Ah non, alors entre Paris et New York, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'estime qu'on est à peu près 50 à Paris et 30 à New York actuellement. Et à la fin de l'année, on devrait être autour de 200 personnes au total. Mais pour revenir sur la journée type, c'est la journée type d'un employé en start-up, je dirais. Voilà, on a peut-être plus de flexibilité. Sorar fait hyper attention à notre équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et c'est quelque chose de génial. T'as des meetings tous les combien de temps avec ton CIO Nicolas Julier? Toutes les semaines, on a un meeting, généralement c'est le jeudi après-midi. On a un meeting avec toute l'entreprise où n'importe qui peut poser ses questions. On est encore en petit comité et donc ça permet à tout le monde de participer. Les différents chefs d'équipe vont présenter leurs résultats. C'est notamment un peu le même format que celui que j'avais dans mon entreprise précédente où une fois par semaine on avait une réunion générale. Mais Nicolas, il est hyper accessible. De temps en temps, il va rester pour boire un verre avec nous. Donc il va venir au community meetup comme ce qu'il a fait il y a quelques semaines. Et il a également des CEO Hours, donc ça va permettre à n'importe qui de booker un meeting avec lui et de discuter de challenges, d'idées, de problèmes pendant une 30aine de minutes chaque semaine. C'est chouette. Donc il laisse des créneaux libres pour... Exactement. Pour tous ses collègues, ses employés. Tu avais cité tout à l'heure certains pôles. Il y a combien de pôles en tout à l'intérieur de Alors, je les ai pas comptés, mais il y a donc l'équipe Business Development qui s'occupe donc des partenariats, des relations avec les ligues, les clubs ou les athlètes. On a une équipe grosse. Excuse-moi, je présume que ce service-là, c'est chapeauté par Nicolas Julier. Alors, Nicolas prend les décisions en collaboration avec le chef du Business Development. Donc, par exemple, pour le contrat de la MLB, bien entendu que Nicolas et Michael, qui est le chef du BizDev, travaillent main dans la main pour conclure le partenariat. Ensuite, on a l'équipe grosse, donc c'est tout ce qui va consister à faire grandir notre revenu, notre notoriété, et c'est chapeauté par Brian. Par exemple, dans l'équipe grosse, on va retrouver des partenariats avec des médias, on va retrouver le programme d'affiliation, on va retrouver aussi des opérations marketing. Ensuite, on a l'équipe légale qui s'occupe de tout l'aspect juridique. Donc l'équipe contenu, elle va gérer le contenu, ce qu'on écrit, comme la façon dont on communique, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, nos relations avec la presse et nos relations avec notre communauté. Donc c'est l'équipe contenu qui sont en collaboration avec Dan va gérer le donc Twitter support, contenu par exemple. et community manager ensemble.
Alors le community manager, il est toujours dans l'équipe Voice of Customer et c'est important de le garder proche des joueurs. Et c'est ce que Dan arrive très bien à faire, mais il travaille de façon très liée avec l'équipe contenu. Et ensuite pour tout ce qui est création visuelle, artistique, ça c'est l'équipe design, apparence du nouveau lobby, apparence des cartes, le nouveau design des cartes. Tout ça, ça va être l'équipe design. Et ensuite, on a d'autres équipes comme l'équipe produit, donc j'en ai parlé un peu plus tôt, l'équipe tech, qui va gérer toute la technologie, la blockchain, les bugs du site, les nouvelles fonctionnalités. Et on a évidemment des équipes comme l'équipe RH. Et tous ces pôles-là sont centralisés et dédoublés à New York ou bien non? Il y a des pôles qui se trouvent certains à New York et d'autres uniquement à Paris. Alors tous les pôles se trouvent au travers des deux bureaux ou à travers les deux bureaux. On a par exemple dans l'équipe Voice of Customer, donc qui est la mienne, on va retrouver le Head of Support Victor qui est à New York. On va retrouver notre nouveau Player Experience Specialist qu'on vient de recruter à New York. Et en même temps, à Paris, on va avoir le Head of Voice of Customer, Dewey, et on va avoir Ben, Dan, et Romain et moi. Ok. Voilà. Merci pour cette image. On a une idée un peu plus précise actuellement, c'est de l'organigramme au sein de Sorar. C'est un peu à l'image de la boîte. On a 5 personnes de mon équipe qui sont à Paris et 3 personnes qui sont à New York. 2 ou 3 personnes. Justement, New York. Sorar a ouvert il n'y a pas si longtemps un bureau à New York. Les Américains, c'est quand même une autre culture. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la collaboration avec tes collègues américains? Tout d'abord, ça se passe super bien. Je pense que tout le monde s'est rapidement adapté à travailler en distanciel et à travailler efficacement en distanciel, donc via les meetings traditionnels de visioconférence, etc. Mais le fait d'avoir un bureau à New York maintenant, donc ça nous donne plus d'exposition à l'international, mais surtout ça permet de rencontrer des gens de plus en plus diversifiés en termes de talent, en termes de culture. Et ce mélange-là donne beaucoup plus d'idées et beaucoup plus de force pour avancer. J'ai notamment l'exemple concret des nouveaux designs de la MLS. Je sais que à titre personnel, tu les apprécies. Et donc ça, c'est une idée qui nous vient par exemple des US. Ouais, voilà. C'est une de mes questions tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est peut-être pas une idée qu'on aurait eue... mais on en parlera plus tard. Ouais. Et oui, comme quoi la diversité est une richesse. Et c'est vrai quand tu as différentes cultures comme ça qui mettent tous leurs atouts ensemble, ça donne un très beau cocktail. Dis-moi. Et il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est aussi le fait d'avoir un marché aux États-Unis, d'avoir un recrutement aux États-Unis. Ça nous donne la possibilité de travailler avec des superstars dans leur domaine. Donc par exemple, on a Dan Sormaz qui était anciennement VP Design, il me semble, chez Spotify. On a David Bito qui était VP Engineering chez Snapchat. Même en France, on a Sylvain qui était chez Algolia. Donc en fait, on recrute des profils incroyables, des gens qui ont une expérience folle dans leur domaine. Et Ryan Spoon, par exemple, d'ESPN. Oui, Ryan, exactement, Ryan, qui est le Chief of Operations. Toutes ces personnes, elles sont hyper inspirantes, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles veulent aller, elles ont des skills et des compétences qui sont bien au-dessus de la moyenne. Et pour commencer une carrière, c'est le rêve de côtoyer au jour le jour toutes ces personnes. Des pointures, ouais, tout à fait. Ouais. T'es déjà parti à New York au bureau? Non, mais c'est pas impossible que j'y fasse un tour, un de ces 4. Mais non, j'y suis pas encore parti. Justement, tu parlais de côtoyer des pointures dans leur domaine qui ont été recrutées chez Sorar. Quel rôle te vois-tu jouer dans Sorar, disons, dans les 3 ans qui viennent? Dans les 3 ans, je me vois à un poste un peu plus senior, car il y a plein de perspectives d'évolution. L'équipe, elle fait que grandir. Je chercherai à être challengé, à prendre plus de responsabilités, manager des projets de plus grande ampleur qu'actuellement. Je me vois probablement dans l'une des équipes comme produit, game design, tout ce qui tourne autour du gameplay et qui me passionne chez Sorar. Mais aussi... je passionne tous aussi en tant que manager. Et non, sinon, l'équipe BizDev, pour s'intéresser à d'autres sports, être plus proche des clubs et des athlètes. Mon rêve depuis tout petit, c'est de travailler dans le sport. Bon, évidemment, quand j'étais tout petit, c'était devenir athlète professionnel, comme je pense 90% des managers Sorar. Mais de devenir footballeur, de gagner une Coupe du Monde, comme quand on joue dans la cour de récré. Mais si à terme, je pouvais avoir un poste avec des responsabilités et être proche des personnalités sportives qui m'inspirent, je serais le plus heureux des employés de Sorar. Ouais.
exactement. Ouais. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et à court terme, on va prendre de plus en plus de responsabilités avec Romain, Ben et moi-même, parce que on a plein de challenges. On a été impliqués dans les processus de recrutement pour ceux qui vont, disons, tôt ou tard prendre notre place. Et ensuite, nous, on va se disperser vers d'autres équipes peut-être, ou alors prendre d'autres responsabilités au sein de l'équipe Voice of Customer. Et de toute façon, l'équipe Voice of Customer, ce département-là, c'est le meilleur pour se former parce que on est en permanence au contact des joueurs et on est en permanence au contact du produit. Donc en fait, on devient des experts de la boîte et on connaît mieux le produit que personne. Peut-être pas que Adrien et Nicolas, mais en tout cas, on s'en rapproche. Toi qui scrutes justement les retours de managers sur Discord, Twitter, etc., on sait que le nouveau gameplay a été lancé fin mars, donc ça fait quand même un bon mois et demi maintenant que les nouveaux modes de jeu ont été lancés. Quels sont les retours que tu as de la communauté justement par rapport aux nouvelles ligues, spécialistes, Underdog, Legends? Ça, c'est une question pour toi plutôt. C'est quoi ton retour ? Qu'est-ce que tu en penses des nouvelles ligues ? C'est que spécialiste, je trouve ça vraiment bien, et je suis pas le seul. Il y a beaucoup de managers, surtout à petit budget, qui trouvent ça gai de pouvoir justement passer du temps, aller chercher des joueurs pour le coup qui ne coûtent pas très très cher et pourtant qui permettent de gagner des très très beaux rewards. Enfin, moi je le dis toujours au masculin, des très belles cartes, on va dire ça comme ça, très belles récompenses. Et surtout, en alignant une équipe pas trop chère, limited, tu peux gagner des très très belles cartes rares. Donc c'est très positif. L'Underdog, je t'avoue que moi j'y joue un peu moins, même quasiment jamais. De temps en temps, si j'ai la possibilité, avec mes cartes rares, j'aligne une équipe. Et je t'avoue que les Legends, j'ai des Legends limited, mais je suis pas super emballé déjà par la valeur des cartes des Legends. Et il y en a beaucoup qui sont un peu frustrés. Ils ont dit on a surpayé les Legends, puis finalement pour gagner des autres cartes Legends. Donc là je pense que le retour en tout cas moi les retours que j'ai de mon côté de pas mal de managers, c'est qu'ils sont pas convaincus du gameplay Legend. Spécialiste, un grand oui. Et Underdog, c'est vraiment pas mal aussi. Donc finalement, on est plutôt d'accord pour dire que globalement, les retours sont plutôt positifs. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Ouais, mais tu te bases sur moi ou tu te bases sur ce que tu as pu lire aussi ? Et alors, je me base sur toi et sur tout ce que j'ai pu lire lors des dernières semaines. Les retours sont globalement très positifs. C'est la direction dans laquelle on veut aller. On a cherché à rendre le jeu plus fun, notamment avec la spécialiste. Où on ne peut pas aligner 5 cartes énormes avec les meilleurs joueurs. Ça oblige à avoir un jeu un peu plus skill-based, un jeu avec de la recherche, où il va falloir vraiment passer du temps pour savoir quelle carte on veut utiliser, notamment la Underdog, qui est très compliquée en fonction des critères. Il faut passer du temps, s'investir et apprendre à aimer la recherche de joueurs, parce qu'on ne peut pas jouer n'importe quel joueur dans n'importe quelle division. Et c'est là que c'est la direction dans laquelle on veut aller avec Sorare, c'est de rendre le jeu plus intéressant, plus fun, aussi plus accessible. Donc c'est ce qu'on a fait avec la spécialiste et la Underdog, mais on l'a également fait avec la Goalkeeper plus récemment. Donc on peut aligner uniquement 4 cartes au lieu de 5. Ça évite notamment d'acheter un goal et ça rend le jeu plus intéressant pour tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, et je trouve ça positif, c'est que quasiment à chaque Game Week, on retrouve ces weekly. Ça va rester comme ça dans le futur aussi. Ces weekly vont faire partie, tu crois, intégrante des différentes divisions. Alors, j'ai pas d'annonce particulière. C'est possible que certaines weekly restent permanentes, que d'autres pas du tout. C'est un peu ce qu'on fait notamment avec la Goalkeeper récemment. Donc, on l'a annoncé en phase de test. On a choisi de la mettre en midweek, disons sur un petit échantillon, parce qu'il y a moins de matchs au milieu de semaine, il y a moins de cartes qui sont jouables, et donc on fait nos tests, disons, à petite échelle, avant peut-être de faire un test à grande échelle sur des week-ends, et si déjà le premier test se révèle positif, on ira sur un deuxième test, et si le deuxième test se révèle positif, alors pourquoi pas, on sait jamais, rendre les goalkeepers plus fréquentes, peut-être pas définitives, peut-être plus fréquentes. Donc vraiment l'objectif là, c'est essayer d'optimiser et de maximaliser le fun le côté fun pour les managers. Ah, c'est totalement l'objectif. Sorare, c'est un jeu pour les fans de foot, maintenant aussi les fans de baseball, et puis
à horizon 10 ans pour les fans d'un maximum de sports dans le monde. Mais oui, l'objectif c'est de rendre le jeu accessible à tous, partout dans le monde. On a sorti les Limited il y a maintenant quelques mois, donc en août 2021. On écoute beaucoup la communauté et le fun c'est clairement une priorité. On entend les retours, donc par exemple tu as parlé des légendes, on entend ces retours là, on avait entendu les retours qui disaient que peut-être 5 cartes c'était un peu trop, peut-être que les goalkeepers, il y avait quelque chose à faire de créatif, et donc il y a un énorme potentiel pour s'améliorer dans tout ce qu'on fait, pour rendre le jeu encore plus fun. Et on passe énormément de temps, Nicolas y compris, à checker et à lire les retours, que ce soit à la fois sur Discord et sur Twitter. Ouais, comme par exemple, je t'avais dit l'underdog c'est bien. Bon, l'underdog super rare. Moi perso, je la trouve décevante parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes pour seulement 3 places gagnantes. Enfin, tout sont toutes des choses que vous avez. Non, voilà, ça laisse de la place pour s'améliorer. Voilà, exactement. Et là, vous êtes en constante, je veux dire, recherche d'amélioration et de retour au niveau des... Mais on est conscient de tout ça, on discute avec des managers sur Discord, sur Twitter, on lit tout ce qui se dit, on entend aussi ce qui se dit dans les podcasts, notamment Mediasorar, mais les podcasts à l'international aussi. Récemment, j'ai eu la chance de rencontrer Zuro en personne, donc on a pu passer un peu de temps pour évoquer les divisions dans lesquelles il joue, et l'équipe est consciente de tout le potentiel qu'on a et de toutes les possibilités qu'on a pour améliorer le jeu et le rendre encore plus incroyable pour tout le monde. Tu parlais d'augmenter le côté fun. Je sais que pour Nicolas Julia, l'expérience de fan de foot est aussi importante. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place justement pour augmenter cette expérience de fan de foot ? Alors l'ambition de Sorar et de Nicolas, c'est que Sorar soit joué chaque jour par des millions de fans de foot, et on en est encore loin, mais on vient de passer, notamment sur Twitter, la barre des 100 000 abonnés. On l'a passé il y a quelques minutes, je crois. Et ce qu'on veut, c'est connecter le réel avec le jeu, créer des expériences uniques pour les fans de foot, de baseball et de sport. On peut imaginer... par exemple, plus de maillots à gagner, des expériences uniques à gagner aussi, comme ce qu'on a fait avec Once in a Lifetime. Tu sais, c'est le El Grand Derby à Séville. On a envoyé des managers rencontrer les joueurs lors des entraînements, profiter d'une expérience VIP avant le match, à la mi-temps, et puis voir le match dans les meilleures conditions. Et je pense, en tout cas, moi j'en rêve. C'est le rêve de n'importe quel fan de foot, d'aller voir l'équipe dont on est passionné, et cela dans les meilleures conditions, et de rencontrer les joueurs qui nous font rêver tous les samedis. Donc il y a encore du pain sur la planche, quoi. Et en agrandissant l'équipe, on va être capable d'organiser ça beaucoup plus souvent, et on a plein d'idées, mais d'abord il faut qu'on teste les choses un peu sainement, qu'on structure nos idées d'un point de vue créatif et technique. Et sinon, il y a le côté social qui est aussi hyper important pour le fun. Je sais pas si tu as vu, mais dans le nouveau lobby, on a désormais la possibilité de regarder où nos amis, tout cas les gens qu'on suit sur la plateforme Sorar, à quelle place ils terminent, comment leurs joueurs ont scoré. Et donc ça, c'est quelque chose, tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est qu'un début, et on va aller beaucoup plus loin dans cette direction pour procurer plus de fun aux joueurs avec leurs amis, et le côté interaction, que ce soit avec l'écosystème du foot et le foot professionnel, c'est quelque chose qu'on prône, mais l'interaction surtout avec ses amis, c'est primordial, et c'est quelque chose qui nous anime tous les jours, et on verra de plus en plus de fonctionnalités qui vont dans ce sens. D'après toi, quels sont les défis prioritaires à relever par la team Sorar pour contenter le plus de managers? Contenter tout le monde, c'est juste pas possible, ça n'existe pas, mais pour contenter le plus de managers. Il y a énormément de défis. Tout d'abord, on a des défis qui sont internes, et pour résoudre les défis des joueurs, on doit scaler les équipes, les process, recruter les meilleurs profils et avancer dans l'expérience qu'on procure dans le jeu. On écoute beaucoup la communauté, que ce soit sur des sujets comme le gameplay, les récompenses, tout ce qui fait fonctionner le jeu et qui rend heureux les managers. Et donc on les écoute, on lit les retours, on les prend en note. Nous, de notre côté, on travaille dessus, on se réunit, on brainstorm, et on travaille sur ces défis-là. L'un des enjeux primordiaux, c'est rendre le jeu plus facile à comprendre, l'onboarding plus facile, et la version free-to-play plus vivante. C'est vraiment les axes sur lesquels l'équipe va se focus dans les mois à venir. Donc bien évidemment, on va s'améliorer sur tous les sujets, notamment le jeu tel que tout le monde le connaît actuellement, et également sur l'onboarding et la version free-to-play, qui sont les portes d'entrée pour une expérience de fou sur Sorar. Par free-to-play, donc ça veut dire de quoi
une mise à jour 2.0 de la ligue débutante pour le moment, la ligue rookie? Alors, c'est la Casual League, il me semble, le nouveau nom. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, et donc, ça fait longtemps que je suis plus un rookie, c'est pour ça. Et oui, effectivement, ça pourrait passer par beaucoup de travail sur la Casual League. Je vais te donner des petits retours aussi au niveau des défis prioritaires, parce que j'avais lu il y a pas si longtemps, il y a une interview de Nicolas Julia dans The Big Whale. Ouais. Donc, il y a peut-être une semaine, un truc comme ça, il avait dit que la nouvelle rareté n'est en tout cas pas à l'ordre du jour ni à moyen terme. Donc effectivement, le ticket d'entrée en fait élevé, vous essayez en fait de le compenser justement par le développement de ce free-to-play et puis par la création des nouvelles ligues spécialistes. Comme la goalkeeper spécialiste. Ouais. Ouais. Et la goalkeeper, 4 joueurs au lieu de 5. Bon, je suis pas devin par rapport à la réunion que tu as eue avec Zuro. Enfin, je sais pas si c'est toi qui l'as eu ou bien quelqu'un d'autre de chez Sorare, mais il a sûrement dû remonter comme beaucoup de managers qui ont quand même une galerie un peu plus, des galeries quand même avec une valorisation assez conséquente de l'embouteillage au niveau des D3, que beaucoup de managers utilisent leurs meilleurs super rares pour les mettre en D3 et pas en D2 parce que la D2 n'est pas du tout attractive. Est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce que vous, quand je dis vous, je parle de Sorare, etc. Est-ce que vous en êtes conscient? Alors on en est totalement conscient et c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. On a vu Zuro. Alors moi j'ai eu l'opportunité de parler un peu quelques minutes en perso avec lui, mais effectivement il fait partie des managers avec lesquels nos product managers ont discuté et tous ces défis-là, on est conscient. Il y a énormément de place pour améliorer le gameplay. Énormément de potentiel et c'est ce qu'on va faire dans les semaines, les mois et les années qui arrivent. Je sais plus dans quel podcast j'avais abordé justement le fait qu'il y avait pas mal de managers qui étaient frustrés parce que ça n'évoluait pas assez vite, etc. Et j'avais donné comme argument que vous êtes passé comme tu l'as dit au début, d'une équipe de 10 personnes à 2 levées de fonds énormes durant l'année 2021 et avec l'obligation de devoir s'agrandir de manière très très rapide. Si j'ai un jour la chance, il a donné son accord verbal, Nicolas. Podcast, ça sera plus une question évidemment pour lui, mais je peux comprendre aussi que vaut mieux bien engager, prendre le temps de prendre les bonnes personnes et comme tu l'as dit, et on le remarque aussi parce que je suis aussi beaucoup les recrutements qu'effectue Sorare, sont des grosses pointures, évidemment ça prend du temps, tu peux pas les débarquer en 2 semaines directement chez toi, donc il y a tout un process à suivre, quoi. T'as totalement raison, ces personnes-là ont des postes importants, prestigieux et dans des grandes entreprises, mais même pour les autres employés qui n'ont pas, disons, toute la communication qui suit leur arrivée au sein de Sorare. Mais effectivement, il faut se souvenir qu'il y a moins d'un an, Sorare c'était 10 ou 15 personnes, que maintenant on est déjà 80. Il y a eu une levée et avant de recruter les bonnes personnes, et ça tu l'as dit, ça prend du temps, il faut recruter les bons recruteurs et ça prend aussi du temps. Donc pour faire les choses bien, il faut prendre son temps. On peut comprendre totalement l'impatience de certains, mais il faut grandir sainement, construire les process, construire les équipes pour ensuite appliquer la vision des managers et des personnes qui sont, responsables des équipes, la vision de Nicolas et d'Adrien et tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Tout à fait. On va parler un peu plus du jeu. Comment est-ce que tu juges les différences dans la façon dont sont évaluées les performances des joueurs dans le jeu? C'est plus un sujet pour lequel le produit ou Nicolas serait à même de répondre. C'est l'un des défis qu'on a et on travaille dans le sens d'un jeu toujours meilleur, toujours plus équitable. Mais c'est l'un des retours que nous ont fait les managers et on en est totalement conscient. Ok. Bon. On va parler du sujet de la communication. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la communication en direction de la communauté? Donc, il y a eu quand même pas mal d'évolutions en tout cas depuis que je suis dans le jeu
fin 2020, début 2021, il y avait des AMA, puis il y a eu des articles dans Medium, et puis là il y avait l'annonce en grande pompe avec à la style keynote de Nicolas Julia pour annoncer le nouveau gameplay. Comment est-ce que ça va évoluer la communication justement en direction de la communauté Sorare ? Comme Nicolas l'a annoncé lors de la keynote, comme tu l'as décrit, c'était plus, on l'a appelé Community Update de notre côté, mais donc c'est ce live YouTube qui ressemblait un peu à un blockbuster. Comme Nicolas l'a annoncé à ce moment-là, on se veut plus proactif et on l'est déjà depuis quelques semaines ou quelques mois dans notre communication. On veut être plus actif sur les réseaux, avec notamment notre nouveau compte Twitter Sorare Support, qui est quelque chose qui avait été un peu demandé par la communauté, qu'on communique aussi bien sur Discord que sur Twitter. Et c'est fait de mieux en mieux, de plus en plus. On est plus actif sur Discord, notamment grâce à Dan et à mon arrivée. Avant, il y avait que Dan pour communiquer dans le Discord. Maintenant, on voit de temps en temps Nicolas qui répond. Alors Nicolas répond pas tout le temps, mais en tout cas il lit tout le temps. Et donc on est plus actif dans les réponses et dans la modération. Et également on envoie une monthly newsletter maintenant, donc une newsletter tous les mois. Et notamment on annonce par exemple nos calendriers des Game Week à l'avance. La communauté, c'est quelque chose qu'ils voulaient. Et c'est ce qui est de plus important pour nous, c'est le cœur du réacteur et on se doit de communiquer plus et mieux. Et à titre personnel, je me retrouve totalement dans cette envie et comme tu as pu le noter sur Twitter et sur Discord. Réactif. Ouais, réactif, proactif et j'aime ça pour résoudre les problèmes assez rapidement. C'est important aussi que les gens passent par le support, par les canaux, disons, préférentiels. Et par le support, il y a une réponse assez immédiate. On a des chiffres qui sont très bons sur le temps de réponse et le temps de résolution d'un problème par le support. Et contacter les employés par MP, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais j'essaie d'être un peu présent quand même. Donc le message à toute la communauté, utilisez surtout le support. Exactement. Parce que vous êtes à plusieurs finalement à gérer le support, parce que je présume que si t'es en vacances, on t'envoie un MP, t'es en vacances, quoi. Tandis que s'ils envoient au support, t'as tes collègues qui Bien font sûr. suivi. Et c'est ce que je dis. Et parfois, les gens m'envoient une requête par message privé le dimanche et je leur réponds on a tous le droit à un week-end et donc je les redis bah oui le dimanche il y a match et, voilà. et je les redirige un maximum vers le support. Si le problème peut se régler très rapidement, je suis toujours là pour le régler très rapidement. Voilà. Mais sur la communication, c'est donc être plus proactif, être plus présent mais aussi il faut pas oublier d'un point de vue communauté, et là je m'adresse à tous les managers qui écoutent le podcast, et ainsi qu'à toi Mehdi, c'est quand on publie pas, c'est parfois difficile à comprendre pour la communauté, quand on communique pas sur un problème, ou le manque de communication, c'est pas un manque de volonté, c'est uniquement parce qu'on travaille et qu'on n'a pas quelque chose à annoncer. Ça implique également beaucoup de clarté, de précision, et c'est pas quelque chose qui peut se faire dans le rush. Ça me semble logique. Et comme je dis tout le temps sur Discord, ça demande beaucoup de patience. Ouais, tout à fait. Il faut se mettre à la place, il faut connaître la vie en entreprise pour savoir que quand on travaille dessus, c'est difficile de communiquer. Ouais, on peut communiquer qu'on travaille dessus, mais la prochaine communication, c'est quand au moment on trouve la solution. Tu parlais de fun tout à l'heure, de communauté. L'aspect collectibilité, j'ai l'impression que ça commence à prendre un peu d'ampleur dans la façon dont Sorare voit les choses. J'ai une question personnelle. Pourquoi plusieurs variantes par carte ? Qui s'occupe du design des cartes ? Je te pose cette question-là parce que lors de l'annonce du nouveau gameplay et donc des différentes variantes, je pense que c'était 5 pour les limited, 5 pour les rares et les super rares aussi. J'avais été invité par SRR One, que j'ai accueilli aussi sur le podcast, dans son Sorare Show, et j'avais émis l'hypothèse que c'était une idée, c'était plutôt une conviction, mais tu vas pouvoir infirmer ou confirmer ça, que c'était une idée qui venait des États-Unis, qu'on rentrait vraiment dans l'aspect alors collectible, d'avoir plusieurs variantes, parce qu'il y a des fans, les auditeurs du podcast le savent, j'ai été pendant de nombreuses années collectionneur de cartes physiques de NBA, et on voyait ce genre de variantes, et t'avais des collectionneurs qui voulaient toutes les variantes de toutes les cartes. Par exemple, il y a les cartes Refractor et les machins comme ça, qui sont avec différentes raretés, ou bien tous les joueurs de son club, différentes couleurs, des choses comme ça. Donc ma question, c'est d'où vient cette idée du nouveau design des cartes, qui s'en est occupé et pourquoi il y en a plusieurs? Alors d'où vient l'idée des cartes? J'ai pas l'information exacte, mais sans trop m'avancer, je pense pouvoir dire que ça vient
plus des États-Unis, ou en tout cas d'un désir de plaire au marché américain. On sait qu'ils sont très friands des collectibles. Pour le baseball, le premier jeu de fantasy au monde, je crois, avait été fait à partir du baseball. Donc aux États-Unis, il y a vraiment une culture de collectionner des cartes, qu'elles soient physiques ou désormais digitales. Et t'en es le premier fan. Mais on n'avait actuellement qu'un seul design, donc on a choisi de faire 5 variantes. Personnellement, c'était pas, j'aimais beaucoup les designs de l'année dernière, et en fait, je trouve les designs de cette année, je dirais pas extraordinaires, mais je les trouve. T'avais du mal au début, quoi. Bah, allez, avouons-le, j'avais un peu de mal au début, et en fait, ils me plaisent de plus en plus. Je m'y suis totalement fait. Je trouve que les variantes qu'on voit dans le fond, donc on en a qui sont un peu ondulées, on a certains, c'est peut-être un peu plus quadrillé derrière les joueurs. Ces variantes-là, elles sont faites pour que si un manager, l'envie lui prend de collectionner toutes les cartes qui ont un fond ondulé derrière ses joueurs, et s'il veut avoir une collection de cartes ondulées, c'est sa liberté, c'est son plaisir, et nous, c'est notre plaisir de le rendre heureux. On a choisi d'augmenter le nombre de variantes et de faire des nouveaux designs pour apporter clairement plus de collectibilité dans le jeu. On a beaucoup de joueurs qui aiment ce côté collection, certains collectionnent juste leurs cartes préférées, donc imaginons, je suis fan du PSG, je vais collectionner Neymar, Mbappé avant qu'ils partent, espérons qu'ils partent pas, mais Mbappé, Neymar, Messi, Kipembe, Donnarumma. Il y en a qui collectionnent leur design préféré, certains collectionnent les numéros des maillots de joueurs, donc la carte numéro 7 sur 1000 de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de carte 7 sur 1000, pardon. Mais non, par exemple Mbappé, exactement. Et certains vont collectionner la carte qui a le même numéro que celui que Mbappé a dans le dos, et c'est super drôle. Et on a notamment des gens qui s'amusent même à collectionner les misprint. Et les misprint, qu'est-ce que c'est ? C'est un défaut de fabrication, un peu comme lorsqu'un t-shirt sort de l'usine ou une basket et qu'il y a un trou, ou que le lacet est trop court. Un misprint sur Sorare, ça se modélise par une image qui va être peut-être floue, peut-être inexistante. La carte a toujours la même utilité, mais il y a eu un défaut de fabrication pour une raison X ou Y, et certains adorent collectionner les misprints. Ils ont des cartes qui n'ont aucun sens, qui ne ressemblent pas à grand chose, mais finalement elles ont les mêmes utilités, ça leur permet, si le joueur score, de gagner des divisions, et ils adorent collectionner des cartes qui ont, disons, un petit défaut de fabrication. Ouais, c'est typique en fait, anglo-saxon. Très anglo-saxon. Ouais, vraiment. Et ma question, je l'avais dit lors du Sorare Show, je dis, est-ce que justement cette culture va un jour être intégrée par les Européens, je parle pas de la Grande-Bretagne, parce que quand tu regardes You Never Walk Alone, ils collectionnent depuis le début les 1 sur 10, les 1 sur 100. Et ils collectionnent aussi toutes les cartes de Liverpool. Ouais, ça c'est sûr et certain. mais donc là tu sens vraiment justement cette culture de collection qui est là. Mais est-ce que ça va un jour pénétrer le marché européen non anglo-saxon ? Pour moi, c'est vraiment gros point d'interrogation. Je ne sais pas. Je pense que Sorare peut aider à cela. Avec les mélanges des sports américains et tout dedans, ouais. C'est une possibilité. Ok, donc je me t'ai pas trop trompé. Bravo. Et au niveau de la collection, on parlait de la collection de Liverpool. Album virtuel, est-ce que c'est prévu pour justement pour les collectionneurs de club ? C'est l'une des idées qu'on peut avoir. Ça, c'est quelque chose qui va se décider plutôt dans l'équipe produit avec l'équipe design. Donc, j'ai aucune information dessus. Quand je participe à des discussions, c'est plutôt dans l'équipe Game Week Opération. Mais à titre personnel, est-ce qu'un album virtuel pourrait être prévu ? Peut-être. Souvent, on est comparé au Panini. Sorare, c'est un peu le Panini du Web 3.0. Est-ce qu'on va donner plus de moyens de collectionner, plus d'envie aux joueurs de collectionner leurs cartes ? Ça, c'est évident. Est-ce que tu as une idée du profil des managers sur Sorare ? Alors, j'ai pas de détails à partager en précision sur combien de pourcents on a dans tel ou tel pays, sur la représentation de notre communauté, mais la majorité des joueurs sur Sorare sont évidemment des fans de foot, d'autres viennent du monde de la crypto, d'autres pas du tout. Certains sont à la fois fans de foot et de crypto. Une grosse majorité de notre communauté est basée en Europe actuellement, et c'est surtout dû au fait que notre premier produit c'est le foot, mais avec la MLB qui va donner une ampleur internationale, je pense que la balance va peut-être se rééquilibrer entre certains continents, et l'objectif de Sorare et Nicolas, encore une fois, c'est que tout le monde joue à Sorare, et partout dans le monde, et n'importe qui aime le sport et qui aime le fantasy
se retrouvent dans Sorare et se connectent tous les jours ou tous les 2 jours sur Sorare pour partager un moment cool avec ses copains et un moment cool avec sa passion. Bon, tu parlais de l'agrandissement de l'équipe. Quid du recrutement? Donc, quels sont les... Est-ce que vous recherchez encore des profils? Je présume que oui. Écoute, je te laisse... T'as la possibilité là d'énumérer les profils que vous recherchez encore, et peut-être qu'il y a certains auditeurs qui correspondent parfaitement aux profils recherchés. On ne sait jamais. On recherche des gens passionnés, tout d'abord, notamment des profils tech. Mais aussi des profils légaux, donc école de droit, cabinet d'avocats. On regarde aussi des profils business pour l'équipe business développement. Je sais qu'on cherche un strategy manager qui a un poste qui demande quelques années d'expérience en conseil et qui va permettre d'assister le chief of staff et Nicolas et toute l'équipe dirigeante dans la définition des stratégies. On a aussi des besoins dans l'équipe Voice of Customer, donc par exemple on recherche des Customer Support Specialists à New York et à Paris, et là je peux en dire plus parce que j'ai fait passer mes premiers entretiens et j'ai beaucoup aimé rencontrer les candidats, mais donc on recherche un peu dans toutes les équipes sur des expériences qui soient à la fois junior mais aussi senior, et si vous êtes fan de Sorare ou tout simplement fan de sport, que vous aimez les nouvelles technologies et que vous êtes motivé, il faut absolument pas hésiter à postuler et peut-être même à repostuler comme ce que j'ai fait. Comme tu l'as fait. On m'a dit directement sur le site. Oui. Et la façon la plus facile de postuler, c'est directement sur le site. On a une page carrière et ce sera avec plaisir que je vous croiserai. Tu parlais de MLB. Toi qui es un énorme fan de Formule 1, est-ce qu'un jour ce sport pourrait débarquer sur Sorare? Alors d'un point de vue personnel, c'est un peu mon rêve. c'est clairement un rêve. Il y a beaucoup de données à analyser avant de voir un sport arriver dans Sorare. Mais je rêve clairement de la Formule 1 sur Sorare. Je serai le premier à demander à travailler sur le projet si jamais un jour on se lance dessus. Évidemment que dans mon coin, j'ai déjà réfléchi à des idées pour un gameplay ultra fun, quelque chose qui soit assez pertinent, assez cohérent. Mais il y a d'autres sports aussi que j'aimerais beaucoup voir, et ça c'est totalement à titre personnel, c'est le cyclisme, le rugby ou le tennis. J'ai un peu plus de doutes sur la scalabilité d'un sport comme le ski par exemple. Mais si je pouvais choisir Alexis Pinturo ou Odermatt sur un slalom géant, ça serait le rêve, quoi. Pour le tennis aussi, non? C'est pas si facile que ça de faire du fantasy sur le tennis. Et le tennis, c'est pas si facile que ça, effectivement. Mais c'est un sport auquel pourrait s'intéresser Sorare à l'avenir. Est-ce qu'il y a un autre sport en préparation là prochainement? Pas que je sache. Nicolas a annoncé 2 sports. Alors, il avait annoncé un sport sûr. Le deuxième, je sais pas si ça avait été confirmé. Il s'agit aussi parfois de travailler sur les licences avant même de travailler sur un gameplay. Et donc, par exemple, on peut le voir avec la MLB. On a annoncé le lancement du partenariat il y a 1 semaine maintenant. Et le gameplay, bon, ça fait des mois que l'équipe produit sur le baseball travaille sur le gameplay. La NBA, je peux y rêver, je peux encore en rêver ou... Et la NBA, tu peux en rêver aussi bien que je rêve de la Formule 1. Ok, magnifique. Voilà. Donc on en rêve tous, un jour ça pourrait se réaliser, mais pour l'instant j'ai pas d'informations sur ce sujet, et on a déjà des sports sur lesquels on doit bien travailler qui sont le foot et le baseball. Bon, tu étais ancien manager, que peux-tu dire pour convaincre des nouveaux managers potentiels qui voudraient rentrer avec un petit budget? Si tu as un petit conseil à leur donner. Les petits conseils, c'est déjà de prendre son temps, de bien se former auprès de Média Sorare, de bien se former auprès de tous les créateurs de contenu. Je dirais que 99,9% d'entre eux sont hyper bienveillants. La communauté sur Twitter est assez bienveillante. Je vois aussi dans des groupes Facebook des conseils qui se partagent. Donc je conseillerais d'être patient, de bien se renseigner, de faire ses propres recherches. C'est très important sur Sorare, mais comme dans tous les projets NFT, de faire des recherches avant de choisir là où on va investir du temps et peut-être de l'argent. Les conseils, ce serait d'aller vers des ligues comme la Underdog, la Goalkeeper, la Spécialiste, qui sont des ligues sur lesquelles on va pouvoir aligner tout type de joueurs et pas uniquement les meilleurs. Et il est également possible de faire du scouting, c'est-à-dire d'aller dénicher des petites pépites ou des petits cracks, comme les managers Sorare aiment les appeler, des joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu, qui sont souvent un peu jeunes, mais qui ont un avenir brillant devant eux, et si jamais cet avenir se confirme, ils permettront de s'en séparer pour construire des équipes qui sont encore plus belles.
Il y a, pour terminer sur le côté un peu retour des managers, il y a pas mal de craintes pour le moment. On va être en première ligne pour le voir par rapport au marché qui baisse. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose par rapport à ça, justement, aux personnes qui stressent, mais il y a tout qui tombe, il y a tout qui se crache? J'ai pas de conseils spécifiques à donner. C'est des choses. C'est un avis. Oui. Ton avis perso par rapport à ça. C'est le propre des marchés, et je trouve ça sain. Peut-être aussi que les cartes ne prennent pas toujours de la valeur, que parfois elles en perdent, mais j'ai pas de conseils spécifiques à donner. Je pense qu'il y a des cycles qui se mettent en place, qui sont liés à l'utilité du jeu, et voilà. Mais j'ai pas spécialement de conseils ou d'avis. Je partage ton avis. Moi, mon conseil, c'est ne regardez pas trop à la valeur de votre galerie, continuez à jouer. Et puis, exactement. Et vous pouvez à la limite de nouveau la regarder au mois d'août. Ouais. Et le plus important, c'est avant tout de s'amuser et d'être heureux avec la façon dont on joue au jeu. Et pour ça, je trouve que Mediasorar, comme les autres créateurs de contenu, aident souvent à relativiser et à prendre plus de plaisir, et c'est le plus important. Opta, comment se déroule votre collaboration avec justement ce fournisseur, enfin votre fournisseur de données? Comment est-ce que les infos sont remontées? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette collaboration avec... Alors la collaboration, elle se passe très bien. C'est les leaders de la data dans le sport, c'est les meilleurs, et on a des contacts quasi quotidiens avec eux. Et là, ça fait partie de mes missions. Lorsqu'un problème est remonté par la communauté, donc par exemple une erreur de scoring, une passe décisive manquante, on a mis en place un process par lequel donc il faut envoyer un message au support, vous remplissez un document, et à la fin de la Game Week, avant la fin de la Game Week, on va envoyer tout cela à notre fournisseur de données pour qu'il revoie les scores, qu'il donne son avis sur la question, et à la fin c'est eux les preneurs de décision. Nous, en tant qu'employés de Sorar, jamais on influence une décision liée au scoring. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un fournisseur qui est indépendant. Donc on parle avec eux souvent. C'est uniquement pour les actions décisives. Hein. Oui, c'est pas exactement. Pour une passe ou un tacle, ou un, je sais pas, enfin un tacle, pas un tacle décisif, quoi, c'est ça que je veux dire. Effectivement, si on commence à chipoter sur toutes les passes réussies et est-ce qu'il a mis le ballon en touche, en fait, sur un match de foot, il y a des millions d'actions. Enfin, le nombre zéro en erreur n'existe pas, la perfection n'existe pas de ce point de vue-là, mais le taux pas de réussite, mais le taux d'accuracy en anglais, que nous fournit notre fournisseur de données est énorme, et on pourrait peut-être jamais l'avoir avec un autre fournisseur. Ouais, la justesse est quand même très très... Exactement, la justesse. Pour nos éditeurs, normalement, c'est en bonne voie, je devrais avoir un invité de chez Opta très prochainement. C'est énorme, ça. Ouais, ça sera vraiment bien. Est-ce que les analyses justement d'Opta ont le droit de jouer à Sorar? J'ai jamais demandé à un analyste d'Opta, mais c'est pas impossible qu'ils aient des clauses, disons, éthiques, comme on peut l'avoir dans certaines entreprises qui, par exemple, les empêchent de jouer ou de participer à telle chose. Effectivement, ils ont un métier qui est très important pour pas mal d'industries, donc pour l'industrie du fantasy, mais pour d'autres industries aussi. En fait... ça m'étonnerait beaucoup qu'ils y jouent, mais ensuite c'est à Opta de réguler ça, un peu comme par exemple lorsqu'on va retrouver un joueur d'un club qui va faire une bêtise, et c'est au club de sanctionner, c'est au club de fixer des règles, et c'est pas à Sorar d'aller s'impliquer dans les process des autres entreprises. Non, de toute façon je leur poserai la question. Pour terminer justement par rapport à ces actions décisives et au fait de remonter les infos, tu avais invité dans un tweet, je l'ai même noté du 7 mai, les managers ont envoyé leur requête au support Sorar concernant justement des oublis potentiels. Est-ce que c'est gérable sur le long terme pour toi et ton équipe? Alors actuellement ça l'est, mais comme tous les process, c'est amené à évoluer et on s'adaptera s'il le faut. Pour l'instant ça fonctionne bien, mais on a toujours de la marge pour s'améliorer. Peut-être que le jour où on a 1 million de requêtes dans la journée, il faudra qu'on s'adapte, mais on le fera. Je vais aborder un sujet maintenant un peu touchy dans la communauté. Il y a, tu le sais très bien, plusieurs bots actifs dans le jeu. Le plus connu étant Bellona, je pense, qui profite des erreurs de pricing de managers. Et malgré pas mal d'initiatives mises en place par Sorar, ça continue à créer des remous dans la communauté. Quelle est la position de Sorar par rapport à ce sujet très délicat ?
Le botting, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les jeux, qu'on retrouve souvent dans l'industrie du gaming. Notre philosophie, c'est de régler ça à travers l'expérience produit et réduire les marges d'erreur jusqu'à 0 pour rendre en fait inefficace le botting. On l'a mis en place notamment avec des alertes au moment où on liste une carte sur le marché par des codes couleurs. Et en fait, c'est par l'expérience produit qu'on va rendre le botting inefficace. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'industries et qu'on retrouve souvent dans des jeux. Sorare, à l'heure actuelle, c'est un marché ouvert de cartes à collectionner et n'importe quel utilisateur peut utiliser un outil. Certains ont leurs propres outils automatiques, d'autres vont utiliser Sorare Data, Sorare Tools, Sorare Sharp. Et ces outils-là, plus que le botting, évidemment, ils aident tout le monde. Et on est surtout content de voir ces outils se populariser et de voir l'écosystème se développer autour du jeu. Un autre sujet touchy. Quelle est la position de Sorare par rapport au multi-accounting? Tout le monde se rappelle un peu de la polémique qu'il y a eu avec Blackpool. Voilà, comment est-ce que, je sais pas, vous gérez ce système de multi-accounting et est-ce que vous allez mettre... J'avais vu des annonces comme quoi il y avait des choses qui allaient être mises en place via des terms and conditions. Où en est Sorare par rapport à ça? Effectivement, le multi-accounting, c'est un des combats principaux de mon équipe. On tolère absolument pas ça et c'est une pratique qui est généralement interdite dans tout le secteur du gaming. Pour combattre le multi-accounting, on a des outils avec Ben et Rom, des outils technologiques pour nous aider et ça nous aide à attraper la plupart de ceux qui trichent. C'est ce qu'ils font, mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris et de temps en temps on en a qui nous échappent mais on finit toujours par attraper les derniers filous. C'est aussi important, parfois on a des managers qui nous signalent que telle activité est un peu suspicieuse, etc. Et c'est important aussi que la communauté joue son rôle dans l'évolution de l'entreprise. Donc je pense là au multi-accounting, mais ça peut être sur plein d'autres choses comme le gameplay. On a beaucoup aussi qui nous font des retours hyper constructifs sur les rewards. Mais pour le multi-accounting, c'est par des retours constructifs et par, disons, une communauté qui répand des informations de façon saine et qui s'entraide, que le jeu deviendra encore meilleur. Avec l'aide de la communauté, il n'y a aucun doute que Sorare deviendra un géant du divertissement sportif, parce qu'en fait les choses seront super bien faites et que l'environnement sera ultra sain. Il l'est actuellement, mais on peut toujours aller mieux. Le fait d'avoir des multi-managers dans un seul accounting, ça c'est permis? Par exemple, je sais pas, une bande de potes qui chacun met, je sais pas moi, une somme quelconque, pour créer un seul compte de manager, c'est permis? Alors actuellement, la règle, c'est un compte maximum par personne physique. Ça veut dire que je ne peux pas être, moi, une personne physique et avoir 3 comptes. Ça, c'est l'unique chose qui est interdite pour l'instant, mais il y a plein de sujets sur lesquels on va évoluer et ça, je peux pas en parler, mais on va sortir des nouvelles conditions générales d'utilisation, nos fameuses Terms and Conditions. On va les sortir dans les semaines à venir ou peut-être, je pense, les mois à venir. Ça va arriver et là, il y aura beaucoup plus de clarté sur le règlement et ça sera profitable pour tout le monde. Comme même exemple, même question pour une DAO. Bon, je t'avais donné l'exemple de Blackpool, qui, je pense, les fonds sont gérés par 2 managers. J'entends par-ci par-là pas mal de projets qui feraient un fonds dans des DAO, donc qui créeraient un fonds dédié à Sorare, comme il y a des fonds dédiés à Axie ou je sais pas Steppen ou encore à d'autres. Ça serait possible à partir du moment où ça reste un seul compte? Je sais pas exactement. Pour l'instant, la règle, c'est celle que je viens d'énoncer, donc un compte maximum par personne physique. C'est des questions pour l'équipe légale et avec les nouvelles conditions d'utilisation, tout sera beaucoup plus clair et certaines choses seront interdites, certaines choses seront autorisées, mais en tout cas, ça sera hyper clair. Ok, donc ça va arriver bientôt. Ça va arriver. Bon, on va aborder les questions des auditeurs managers. On en a reçu beaucoup. Je n'ai jamais reçu autant. Tu sens vraiment l'engouement de t'avoir comme invité à cette La plupart émission. ont été abordés déjà. Oui, heureusement. Certaines n'ont pas pu être abordées. Il y en a certaines là que je vais te poser quand même. Mais c'est vrai que j'étais content parce que quand j'avais fait la première trame, que je regardais les commentaires, j'ai dit c'est chouette, j'avais mis l'une ou l'autre question en commentaire. C'est cool de retrouver des questions que j'avais déjà inclus dans ma trame. Première question.
de DB. Quel regard portes-tu sur la communauté SORAR de Twitter? Parfois, certains managers peuvent se montrer oppressants ou impatients, faisant appel à lui pour régler les problèmes ou bugs. Comment est-ce que tu vis cette situation? Comment est-ce que tu l'aperçois? Et car tu es parfois en pôle, sans mauvais jeu de mots, pour recevoir les critiques. Alors la communauté, je la trouve tout d'abord très sympa, hyper bienveillante à mon égard. Effectivement, de temps en temps, on a des retours positifs et je suis un peu en pôle pour recevoir les critiques. Mais ça, je dirais que c'est aussi dû à disons, un phénomène de mémoire sélective. C'est-à-dire que parfois, on va se concentrer que sur le négatif, qui est souvent plus marquant que le positif. Mais en réalité, la majorité des retours sont très positifs. Il suffit qu'on ait une petite mauvaise expérience pour qu'on oublie tout le plaisir qu'on a eu à côté. Et c'est totalement naturel et j'en veux à personne. C'est mon rôle de prendre en compte tous les retours, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, même si parfois ils sont durs. C'est parfois demandant, honnêtement, physiquement et psychologiquement. Mais ça me plaît, c'est une pression positive et constante, quoi. Deuxième question de Fabien. Est-ce qu'il serait envisageable de couvrir les coupes nationales? Cela permettrait de donner de la valeur à des joueurs qui jouent peu le week-end, mais souvent en midweek. Alors pour les coupes nationales, la raison pour laquelle on ne les couvre pas, c'est parce que, alors c'est pas une question sur laquelle j'ai la réponse précise, mais il me semble que c'est à cause de soucis logiques liés notamment à la retransmission, au statut amateur de certaines équipes, et donc dans un souci d'équité, on ne score pas ces compétitions. Par exemple, un quart de finale, peut-être pas un quart, mais un 16e de finale entre deux équipes amateurs pourra pas être scoré par les fournisseurs de données. Et donc en fait, imaginons que cette équipe aille ensuite en quart de finale. Ça voudrait dire que peut-être qu'on ne couvre que la demi-finale et la finale, mais dans un souci d'équité, ça serait peut-être pas la meilleure solution. Je pense que les coupes nationales, c'est à voir avec notre fournisseur de données et tu pourras leur poser la question quand ils seront là. Je la retiens. Question de Beberon Forash. Pourquoi certaines cartes sont éditées qu'à un nombre limité d'exemplaires? Alors il prenait comme exemple 60 pour Ferran Torres maintenant qu'il a débarqué à Barcelone, et autres ne sont pas du tout éditées comme Adama Traoré ou Aubameyang. Alors ça peut dépendre de beaucoup de facteurs, notamment des facteurs liés à l'équipe Business Development. Donc on va par exemple avoir un transfert qui est très tardif et donc on n'aura pas en fait au même moment que tous les autres joueurs les informations, les photos, tout ce qui concerne la création de la carte. Ça peut être aussi un problème technique ou une raison, plus qu'un problème, une raison technique. Par exemple Gernot Trauner, on en a parlé tout à l'heure, du Feyenoord, c'était une raison technique qui expliquait qu'il avait moins de cartes, et ça peut aussi être dû à une gestion de la supply, donc on va pas mettre aux enchères toutes les cartes du jeu d'un coup parce que ça n'aurait aucun sens, et c'est ce qui explique que donc par exemple on n'a pas 1000 cartes de chaque joueur, certains joueurs en aient 200, d'autres 300, c'est en fonction du rythme des mises aux enchères. Question de concept SORAR. Peut-on savoir comment les différentes possibilités de gameplay sont-elles étudiées et décidées au sein de SORAR? Avez-vous une stratégie particulière de brainstorming? Et même question pour la direction artistique des cartes. On a un peu abordé avec le côté US, mais... Alors effectivement, on a des réunions avec la team Game Week Opération. Il y a également des réunions régulièrement dans l'équipe produit. Et donc, on a certains collègues qui vont arriver avec une idée de nouvelle ligue. Donc, on va étudier la faisabilité, tout d'abord technique. Est-ce qu'on peut mettre en place ces contraintes-là sur le choix des cartes? Est-ce qu'on peut faire ça avec telle rareté? On va regarder ce qui est possible aussi d'un point de vue légal avec nos Terms and Conditions. Et donc, on va réfléchir à des idées de ligue dès qu'on en a, tous ensemble avec l'équipe produit, l'équipe Game Week Operations, et ensuite on étudie la faisabilité de cette solution et si c'est possible on se lance, et c'est ce qu'on a fait sur la Goalkeeper. Et par exemple la Goalkeeper, c'était une idée qu'on avait en tête depuis très longtemps, mais en 2-3 semaines ça s'est monté assez rapidement et ça s'est retrouvé dans vos lobbies. Bah écoute, magnifique. On arrive à la fin de cette émission, Paul. C'était ton premier podcast, tu m'avais dit. C'était mon tout premier. Un peu stressé au début. Un peu stressé, ça s'entend peut-être dans la voix, mais hyper heureux en vrai de partager tout ça, de pouvoir m'adresser directement à la communauté, de pouvoir parler avec toi parce que j'ai écouté les 14 premiers épisodes. Je vais enfin pouvoir dire à Justin qui est assis derrière moi que j'ai aussi participé à Média SORAR. Et non, franchement très heureux. Bonjour de ma part. Je le ferai. Bonjour de ma part.
Et écoute, moi aussi, c'était vraiment un plaisir, surtout que c'était la première, j'accueillais quelqu'un déjà en poste, tandis que Justin, ça ne l'était pas encore, et je suis vraiment content. J'espère que tes réponses ont satisfait la grande majorité des managers, et c'était vraiment un plaisir pour moi d'être l'animateur de ton premier podcast. Pour moi aussi. J'espère que tu en auras tout plein qui vont suivre par la suite. Et écoute, avant de se dire au revoir, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a Corentin Sorare Monaco qui organise un event à Paris, je pense, le week-end du 18-19 juin. Est-ce que tu es au courant et est-ce que tu viendras ? Alors, je suis au courant, oui. On en a parlé avec Corentin. J'ai pas mal de week-ends avec des amis en dehors de Paris. On profite des beaux jours. Mais si c'est possible de venir, je viendrai et je pense que je suis disponible ce week-end-là. Ouais, c'est cool parce que j'ai l'intention de venir. Ah, bon, ce serait génial de se voir. Voilà, j'ai arrangé mon programme pour me libérer. Les enfants sont en plein examen, donc ils doivent étudier et tout, et moi je pourrais partir, donc c'est bien. Ça me ferait plaisir de te rencontrer en vrai, et voilà quoi. Je te souhaite vraiment merci encore. Je te souhaite une très bonne après-midi et tout de bon dans Sorare, et puis à très bientôt, de toute façon sur les réseaux sociaux. À bientôt, Mehdi. On remercie encore notre invité Paul pour cet excellent moment. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Média Sorare en allant directement sur mediasorare.com ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.